Bonjour, aujourd'hui pour débuter une série sur le soin aux animaux, je reçois Oriane Ancel. Bonjour Oriane. Bonjour. Alors Oriane, aujourd'hui tu es hypnothérapeute, mais tu as eu différents métiers bien avant, dont le métier d'éthologue et de comportementaliste animalier. Déjà, est-ce Ouais, que tu c'est peux ça. nous en parler un petit peu, définir qu'est-ce que c'est l'éthologie? Alors, si tu veux, l'éthologie, c'est l'étude du comportement animal, que ce soit dans son milieu naturel ou, pas, ou artificiel. Ça peut être le comportement, par exemple, dans les zoos. Moi, ma spécificité, si tu veux, je me définis pas comme éthologue, mais j'ai fait de l'éthologie. J'ai travaillé beaucoup sur les animaux sauvages dans leur milieu naturel au tout départ. Et en fait, c'est tout simplement comprendre qu'est-ce qui anime un animal, quelles sont ses habitudes, ses fréquences, et essayer de mieux comprendre qui est cet animal et quelle est cette espèce-là. Et les liens qu'il y a entre eux et les liens qu'il y a avec leur environnement en général. Et en effet, Donc, ces liens, ils sont nécessaires à comprendre puisque aujourd'hui, on voit de plus en plus d'animaux de compagnie, dits de compagnie. Bon, on commence par les chiens, les chats, mais ce qui peut être intéressant, c'est l'approche par rapport au comportement de ces animaux. Tu as travaillé notamment avec les animaux sauvages en mhm. Malaisie. Oui, tout à fait. Ça demande un alignement complet de ta part aussi pour pouvoir être dans ce travail-là. Au niveau du comportement animal, qu'est-ce que tu pourrais apporter comme information? Alors, ça c'est une grande question. Au niveau du comportement animal, qu'est-ce que je peux apporter? Si tu veux, moi effectivement, j'ai travaillé sur l'étude du comportement des tigres mangeurs d'hommes en Malaisie. Donc, il y avait une problématique quand même qui était très complexe, parce qu'il faut savoir que les tigres, à la base, sont spécialisés dans les... la problématique étant que, quelque part, c'est toujours l'humain qui met son empreinte, en fait, dans cet environnement et qui génère des problèmes comportementaux, même sur les animaux sauvages. Donc, euh, euh, si tu veux, on était sur des espèces qui avaient en quelque sorte été polluées par l'humain, ce qui génère du coup des problèmes sur les humains. Tu vois? Donc, le but, c'est d'arriver à comprendre toute cette systémique-là. Et il n'y a pas de bon côté ou de mauvais côté. Le tigre, il est méchant, les humains, ils sont gentils, ou inversement, hein, ou inversement. Les humains, ils font ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils ont et avec leurs propres besoins. Mais il faut comprendre qu'effectivement, ça a un impact sur ce qui est quelque part naturel et que l'empreinte, elle vient quand même de nous. Tu vois? Donc ça c'est quelque chose de d'important parce qu'il faut réellement comprendre que sur chaque animal, toutes les problématiques quelque part elles viennent de l'humain parce que l'animal est un animal qui vit dans son inconscient, ce qu'on pourrait appeler un inconscient, dans son instinct pur et simple et que l'humain, avec sa conscience, effectivement, vient parasiter et vient transmuter un petit peu les comportements qui devraient être naturels et du coup, qui créent des situations qui ne le sont plus. Donc, ça peut se retrouver sur l'animal domestique. L'animal domestique, à la base, n'est pas domestique et a été domestiqué, donc suivant les espèces, il y a des milliers d'années. Et, et aujourd'hui, leur comportement est un comportement qui doit s'adapter à l'humain. Et il n'a plus le choix parce que maintenant, il est sous dépendance. Tu vois? Je ne sais pas si j'ai Oui, répondu si, complètement à si, ta si, si, question. si, 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 tu as quand même développé un maximum dans un temps très court, puisque le temps nous est aussi limité, mais qu'il y a également des parasites de mon côté au niveau visuel. On va revenir maintenant peut-être au comportement des animaux dits domestiques.
Parce que l'analogie, elle est Ouais. présente, hein, comme tu l'as défini. Ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas le côté animaux sauvages ou animaux domestiques qui va faire la différence, mais plutôt la manière dont nous, on va l'interpréter. Au niveau Ok. des comportements domestiques, comme on l'a vu au début, de plus en plus de personnes ont des animaux dits de compagnie. Et Mhm. le rapport comportement humain, il est toujours chargé d'interrogations et d'émotions. Souvent, on peut trouver, bon, essentiellement, on va trouver des chiens ou des chats, même si il y a davantage d'animaux de compagnie. L'interrogation, c'est ça, c'est au niveau du comportement, quels pourraient être les outils ou les conseils que tu pourrais prodiguer à tout possesseur ou tout humain de compagnie, d'animaux de compagnie? Qu'est-ce que toi, tu pourrais Ok. apporter comme information pour que chacun puisse prendre soin de ceux qui sont avec nous? Ok. Ouais. Alors, ayant été effectivement éducateur canin spécialisé dans les troubles du comportement canin pendant 10 ans à peu près, s'il y a bien une chose que j'ai retenue aujourd'hui, c'est que on peut vous apporter toutes les méthodes et toutes les techniques possibles, inimaginables pour que ça se passe bien avec votre chien. La, la, la première chose, ça va être effectivement l'empathie humaine sans mettre trop d'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'il faut arriver à comprendre réellement ce que lui nous raconte pour pouvoir nous s'adapter, parce qu'il passe sa vie à nous écouter, il passe sa vie à essayer de comprendre ce qu'on raconte, parce qu'il n'y a pas le verbal. Donc tout notre non-verbal, ils passent toute leur journée à ça, à nous comprendre et on passe pas suffisamment de temps à le comprendre. Et à un moment donné, il faut parler cœur à cœur avec un animal. Donc, la majorité des problèmes qu'on peut avoir avec un animal domestique, c'est parce que justement, il y a quelque part, on n'a pas écouté ce cœur à cœur et on s'est mis des croyances qu'on nous inculque depuis très longtemps ou que plein de gens nous inculquent sur la façon dont un chien doit être positionné, un chien doit être placé, un chat aussi, ce que c'est qu'un chien, ce que c'est qu'un chat et qu'est-ce qu'il veut dire quand il remue la queue. Non, en fait, non. Si on veut avoir quelque chose d'un animal, il faut déjà savoir quelle est la personnalité de cet animal. On a une personnalité de race, certes, mais on a d'abord et avant tout, et bien plus fortement que la personnalité de race, on a une personnalité de l'individu. Et cet individu, avec ses propres sentiments, avec ses propres questionnements et ses propres incompréhensions face à nos comportements, nous, d'humains, qui sont complètement incohérents par rapport à leur code à eux. Donc, ce qui est important, c'est juste réellement de connecter son propre cœur au cœur de cet animal, parce que 90% du travail est fait à ce moment-là. Le comprendre, plus que de lui demander de nous comprendre. Le comprendre, en effet, c'est très important. Souvent, les propriétaires d'animaux, alors j'utilise le mot propriétaire, même Oui. si on le sait, ce n'est pas la réalité, c'est plutôt des compagnons que Mhm. dans la notion de propriété. Et c'est vrai que le côté être le compagnon d'un animal, c'est pas toujours facile. C'est-à-dire qu'on va croire le comprendre, on va être dans cette intention de croire, de se dire oui, mais moi je le connais, je vis avec. Et souvent, on peut observer que ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il manque, comme tu dis, ce lien de réelle empathie. On a tendance à visualiser le compagnon animal comme nous, d'où souvent cette analogie avec le tempérament. C'est le chien ressemble à son maître ou le chat ressemble à son humaine, et etc. Et là, est-ce que c'est aussi du mimétisme de comportement? Est-ce que c'est eux qui s'adaptent ou est-ce que c'est une réalité? Alors, je te dirais que c'est un petit peu tout ça. C'est effectivement eux qui s'adaptent, mais en même temps, ils évoluent avec nous. Donc, ils ont très peu, mine de rien, très souvent, ils ont très peu de compagnons
ou d'autres compagnons, ou dans tous les cas pas assez, c'est pas en croisant un autre chien tous les 3 jours ou tous les 15 jours que ce comportement-là va perdurer. Euh, c'est comme si c'est comme si quelque part nous, je sais pas si tu as déjà remarqué, quand on est très très souvent avec la même personne, au bout d'un moment, on finit aussi par avoir une façon de rire commune ou des mimiques, des choses comme ça. Il faut savoir que le chien, la seule chose qu'il a dans sa vie, c'est nous. Donc forcément, à un moment donné, euh, il va créer des comportements semblables aux nôtres parce que ça devient naturel pour eux. Effectivement, c'est des mimiques, des façons un type de caractère, des choses comme ça. Le chien va évoluer et en fonction de l'environnement dans lequel il grandit et en fonction de l'environnement dans lequel il évolue. Parce qu'il s'adapte justement spécifiquement à ce propre environnement. Si on met un chien qui est de nature calme, chiot, qui va être dans l'inné relativement calme, ben, dans son acquis, si on le met dans une famille calme, il restera calme. Si on le met dans une famille plus énervée, plus dynamique, plus sportive, plus tout ce qu'on veut, il va s'adapter et naturellement, il va aller vers le fait de correspondre à son environnement. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours de très fortes ressemblances entre un chien et l'environnement dans lequel il est, donc sa famille. Parce que c'est la seule référence qu'il a, parce qu'il n'a que celle-là. Il y a tellement peu d'interactions extérieures, il y a tellement peu de choses extérieures, qui fait que tout ce qu'il fait est induit par cet environnement-là. Donc tout son caractère, tout ce qu'il est, va être induit par qui on est nous. Et quelque part, c'est aussi pour ça que naissent les troubles du comportement. C'est qu'à un moment donné, le chien essaye tellement de rentrer en mimétisme qu'il y a parfois des incompréhensions. Et ces incompréhensions génèrent parfois de l'agressivité parce que certains côtés sont trop humains et qu'il n'y a pas eu suffisamment d'empathie pour comprendre qu'il y avait même si le chien travaille sur le mimétisme, il y a une part d'inné qui est là et qui parfois la distorsion est grande. Donc il fait ce qu'il peut pour essayer de nous correspondre, mais il y a une trop grande différence entre son inné et son acquis. Ça rejoint le côté anthropomorphique que l'on peut apposer à l'animal, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Et juste... Oui, vas-y. Oui. On pense toujours bien faire. Et effectivement, dans les troubles d'agressivité, la majorité, ce que j'ai vu en 10 ans, c'est que beaucoup de troubles d'agressivité naissent d'une surgentillesse de l'humain, une intention tellement bienveillante qu'en fait, ils n'ont pas pris en compte le fait que ce soit un animal qui a un instinct un peu différent et que effectivement, ce n'est pas un enfant et ils n'ont pas compris les besoins primaires de l'animal. Ils ont transposé les besoins primaires d'un humain sur les besoins primaires d'un animal. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un chien ne va pas ne va pas comprendre et analyser de la même façon. Donc, si votre chien il a peur de quelque chose, certains chiens ont besoin d'être rassurés, mais d'autres, naturellement, si on les rassure parce qu'ils ont peur, eh ben, on leur dit qu'ils ont raison d'avoir peur. Parce qu'ils considèrent que la caresse est une validation. Donc, s'ils ont raison d'avoir peur, alors la fois d'après, ils auront encore plus peur. Mais c'est pareil, ça ne fonctionne pas sur tous les chiens. Ça fonctionne pas sur tous les animaux. Ça dépend effectivement à quel point ils ont réussi à créer un mimétisme avec l'humain et à quel point ils ont réussi à comprendre nos intentions. Donc, si le bon chien est arrivé au bon endroit dans la bonne famille, il n'y aura pas de souci. Et si c'est un chien avec un inné un petit peu différent, dans cette même famille-là, ça posera un souci. Et on va créer des problématiques.
Et en parlant de problématiques, ce mimétisme, est-ce qu'il ne pourrait pas générer aussi des maladies physiques du fait de s'adapter davantage à l'humain? Peut-être que ça génère des sensibilités que l'animal n'aurait pas dans son environnement naturel. Alors, si, complètement. Complètement. On va prendre, alors, on peut prendre l'exemple du chien, hein. Là, je vais parler pour mon chien et pour mon cas à moi. Je sais très bien que un de mes chiens, si j'avais mal au dos, bah, 2 jours après, il avait mal au dos. Si j'étais un petit peu déprimée ou quelque chose comme ça, il était déprimé. Parfois même avant moi, d'ailleurs. On crée, c'est aussi un échange d'énergie avec un animal. C'est la même chose aussi qu'avec un humain, mais de manière beaucoup plus intense parce que justement, cette connexion énergétique avec un animal est plus forte parce qu'elle n'est pas parasitée par ce verbal et cette conscience. Donc le chien, tout son être est attaché à notre être. Tout son être est en lien direct avec notre être. Donc, plus on a un lien fort effectivement avec son propre chien, plus il va créer effectivement des problèmes, les- des problèmes de santé par mimétisme. Après, on peut aussi parler justement du fait qu'il y a quelques incompréhensions qui vont générer des problèmes de santé. On va passer sur des choses très très simples, mais un chien qui ne se sent pas compris, même qui est aimé, énormément aimé, s'il ne se sent pas compris et qu'on ne respecte pas son besoin primaire, ça va générer de l'angoisse. Ces angoisses-là, elles vont être liées naturellement au fait qu'il va commencer à se lécher les pattes, voire même se mutiler, créer des plaies de léchage. Et parfois, certains chiens se mutilaient. J'ai vu un chien qui s'était mangé entièrement la queue et la moitié de la cuisse parce que juste, on ne l'a pas compris et il ne s'est pas senti compris, en fait. Donc, on peut arriver à des cas extrêmes, on peut arriver à des cas vraiment extrêmes, en fait, dans ces problèmes de santé liés au fait que l'humain n'est pas compris, n'est pas compris. Donc, c'est pareil, si on est déprimé, par exemple, ben, l'animal va générer aussi des problèmes, dans tous les cas. Des problèmes de peau, des problèmes, plein de problèmes différents, ça dépend de chaque animal et comment il va les sortir. Mais à utiliser son chien comme un doudou, on lui envoie toutes ces mauvaises énergies. Et du coup, c'est ça qui souvent les font souffrir. On peut, pour leur bien-être, quand il se passe quelque chose et qu'on n'est justement pas très bien, pour leur bien-être, quelque part, il faut leur faire croire qu'on va bien, même s'ils le sentent, hein. Mais le fait de mettre cette énergie et de pas leur montrer comme on montrerait pas à un enfant non plus. Vous voyez, le fait de mettre cette énergie-là pour garder la face, pour pas qu'ils ressentent notre énergie profonde, ça peut effectivement faire en sorte que l'animal aille mieux, physiquement et mentalement. Aujourd'hui, on voit fleurir de plus en plus d'approches de soins énergétiques pour les animaux, sur les animaux, ce qui est un point positif. Euh, mais peut-être aussi, dans ce que tu dis, c'est rappeler à chacun qu'il est important, en premier, de faire une démarche sur soi. C'est ça? Oui, on est obligé en tant que propriétaire, entre guillemets, hein, en tant que propriétaire d'animaux, pour leur bien-être, euh, de travailler sur nous-mêmes, sur notre vision de cet animal, notre compréhension de cet animal, avant tout, en fait. Parce que il n'y a aucune raison qu'un chien soit malade. S'il l'est, bah, ça ne peut quelque part que être de notre faute parce qu'il a toute sa vie entre nos mains. Donc, dans tous les cas, à chaque maladie qui peut apparaître, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est malade? Ça peut effectivement, il peut avoir mangé quelque chose à l'extérieur, tout ça. Mais quand bien même, euh, c'est parce qu'on a créé une sensibilité dans tous les cas. S'il est malade parce qu'il a mangé quelque chose à l'extérieur, même quelque chose de naturel, c'est parce qu'il a créé une sensibilité. Euh, donc, si on est sur des problèmes comportementaux, ça ne peut être que de notre faute.
et uniquement de notre faute. Parce que c'est pas à lui de changer pour nous, mais c'est à nous de changer ce qu'on fait pour lui, dans la mesure où il n'a pas le choix d'être un peu l'extension de nous-mêmes. Donc, il n'a pas le choix. Donc, s'il est malade, c'est toujours de notre faute. C'est quasiment toujours, hein, entre guillemets. C'est quasiment toujours de notre faute. Parce qu'il est totalement sous dépendance de nous, totalement sous dépendance de notre environnement, totalement en dépendance de notre qualité de vie, de notre rythme de vie, alors que ça ne correspond pas du tout à un rythme naturel d'un chien. Il est sous dépendance exactement de tout. Donc, chaque problème est toujours lié à le rythme ou la façon de vivre de son propriétaire. C'est toujours une recherche en soi-même. Quand j'étais éducateur canin, je sais très bien, quand on venait avec un chien, le chien, en 10 minutes, on atteint ce qu'on cherche. Et le chien comprend ce qu'on cherche, si on lui demande correctement. Mais pour les maîtres, il me fallait un minimum de 10 heures pour atteindre un stade où, en espérant qu'on atteint le stade des 10 minutes. Vous voyez? Donc, c'est pas le maître qu'on éduque, excusez-moi, c'est pas le chien qu'on éduque, ça va être toujours le maître et c'est éduquer le maître à comprendre ce que raconte son chien pour que le chien soit bien et que ça ne crée pas de problème derrière. Mais c'est pas au chien, un chien ou un animal, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est, on le prend comme il est. Il peut pas changer pour nous, même si naturellement, par mimétisme, comme on disait, il va s'adapter. Mais c'est d'abord et avant tout à nous de changer, de s'adapter, de le respecter dans ses besoins primaires, respecter dans sa psychologie et le respecter dans sa santé. Et c'est pas toujours comme on le pense, effectivement. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le comportementaliste animalier est un psychologue de l'animal, ou ce que nous, on va définir comme un psychologue de l'animal. Et cette psychologie passe aussi par notre relation à notre compagnon de vie animal. Euh, on va essayer d'être un petit peu plus bref parce qu'on sait aussi que le temps nous a un petit peu compté sur cette interview. Peut-être, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, selon toi, tu as vu de nombreux cas, tu as été dans différents pays, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'humain ait tant besoin d'être entouré d'animaux dits de compagnie et des animaux, comme on l'a vu précédemment, qui s'adaptent, mais finalement, ce n'est pas dans leur nature fondamentale. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, selon toi, aujourd'hui? L'animal servait à être utile, à garder les moutons ou tout ce qu'on gardait à la maison. Aujourd'hui, l'animal, il sert de soupape émotionnelle à l'humain, en fait. Il n'est plus, il est juste pur. Il est juste pur. Et je pense que l'humain, ça leur fait du bien d'avoir effectivement cette connexion pure et simple avec un animal parce que ça n'a pas de vice, ça nous aime et ça ne demande rien en retour, à part un peu à manger, des choses comme ça. Et l'humain a tendance à les utiliser pour compenser effectivement certaines carences et qu'on ne peut pas trouver chez un autre humain, c'est-à-dire juste cette connexion pure et simple, en fait, cet amour pur et simple. On va toujours se poser la question avec un humain quand on l'a en face, on va toujours se poser la question si de ses qualités, de ses défauts, des choses intéressantes, des choses qui le sont moins. C'est pas juste pur. Il faut faire en fonction du caractère de l'autre, il faut faire en fonction de ce qu'il va dire, de pas le blesser. On a toujours une espèce de carapace. Avec un animal, on le fait pas. Avec un animal, on le fait pas. Et dans la mesure où on est de plus en plus individualiste, quelque part dans cette société, l'animal nous apporte ça. Juste le fait de baisser les armes et de dire, OK, là, c'est juste de l'amour. Il m'apporte du câlin. Mais pour le coup, c'est très égoïste aussi, hein. C'est très, très égoïste. Et c'est pour ça qu'on se comprend de moins en moins avec les chiens et qu'il y a de plus en plus
de problèmes de comportement sur les animaux, chiens, chats, nacs, hein. Euh, parce on a tellement besoin de cet amour pur et simple que, effectivement, dans le non-verbal, de ne pas faire attention et qui nous aiment comme on est, que on oublie qu'eux aussi ont leurs vrais besoins. Donc, je pense que réellement, l'humain a de plus en plus besoin d'animaux pour ça. Ça reste de l'idée de l'objectisation finalement entre l'animal qui va servir à garder les animaux ou à être au champ dans d'autres cultures, dans un passé pas si loin que ça. Et aujourd'hui, bah, ce côté un petit peu alternatif, doudou, compensatoire, émotionnel, on est sur ce côté objet. C'est un peu C'est ça. ça. Ouais, complètement. Et pour revenir un petit peu, pour finir, j'aimerais juste qu'on revienne sur la dimension de l'animal-objet par le biais notamment ben, souvent de braconnage et de surenchère. Tu as vécu avec les tigres mangeurs d'hommes en Malaisie, mais également tu as étudié les guépards en Namibie et d'autres activités qu'on ne va pas tout décrire maintenant. Ça sera peut-être l'occasion d'une autre Ouais. interview plus en profondeur. Euh, toutes ces personnes qui finalement vont fantasmer sur le fait d'aller faire un câlin à une jolie panthère ou un joli lion ou à aller faire un safari photo, histoire d'un petit peu mettre de l'exotique dans son quotidien. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes pour finir un petit peu là-dessus? Pour finir, là, je dirais, c'est compréhensible, mais c'est effectivement très égoïste parce que ce soit un safari avec un fusil ou un safari avec des photos, là, ça reste pour son propre être, pour effectivement avoir répondu à ce besoin de voir ces animaux qui sont si extraordinaires et qui sont si mythiques et tout ce qu'on veut. Sauf que à chaque fois qu'on fait ça, que ce soit avec un appareil photo ou avec un fusil ou avec quelque chose, on crée on va de nouveau polluer leur environnement parce qu'ils sont là, parce que pour faire ça, ils sont obligés souvent hein, de mettre parfois des appâts et habituer les panthères, mine de rien, genre de rien, à ce qu'elles traînent toujours un petit peu dans le même coin. Donc, on va faire du nourrissage artificiel pour les attirer, pour que les touristes puissent avoir effectivement leurs jolies photos ou alors créer des zones de chasse qui vont représenter des kilomètres carrés, mais pour faire plaisir à ces personnes qui ressentent ce besoin et tout ça. Donc, c'est quelque part un peu pour l'humain euh, fantasmer le fait de se dire proche de la nature. Parce que qu'on ait un fusil ou qu'on ait un appareil photo, si on écoute les discours, c'est toujours un peu la même chose. C'est j'aime la nature, j'aime tout ça, ça fait partie de notre cycle normal. En fait, non. Un appareil photo, ça reste que de la traque. C'est de la traque, qu'il y ait un fusil ou qu'il n'y ait pas de fusil. L'impact est différent sur l'animal, certes, et en même temps, il n'est pas moindre parce qu'on crée des, des fausses zones de nourrissage ou des choses comme ça qui vont aussi abîmer leur comportement naturel et qui vont aussi abîmer leur environnement et qui vont aussi faire tout ça. Et, et, et les habituer à avoir des camions de touristes et des jeeps et tout ça, ce n'est pas effectivement que leur rendre justice et c'est pas les respecter. Quelque part, si on veut réellement respecter un animal comme ça, euh, il faudrait juste qu'il ne nous voie jamais. Et là, bon, effectivement, on arrêterait cet égoïsme-là. On arrêterait cet impact. Et je C'est un peu pense que intransigeant ce que je dis, mais je pense que c'est important de rentrer dans les extrêmes mm, parce que notre impact est beaucoup trop fort aujourd'hui. mm. Et c'est sur ce regard qui est complètement objectif, qui est le tien, que nous allons mettre fin à cette interview, qui, de mon côté visuel, je suis vraiment navrée pour tout le monde de ces perturbations, de ces parasitages visuels. Malheureusement, c'est les aléas des interviews de ce style. Je te remercie infiniment, Oriane, de ce beau partage. Nous aurons l'occasion, je pense, de développer davantage le côté animaux sauvages dans une autre interview Avec plaisir. beaucoup plus ciblée. Là, l'idée, c'était aussi d'apporter l'information sur
l'importance d'écouter le comportement animal, mais également dans son mieux-être à lui aussi, parce que chercher à apporter un mieux-être à nos compagnons animaux passe par le rapport du comportement. Et Merci, en tout cas, merci de m'avoir écouté et d'avoir entendu ce que je voulais dire aujourd'hui. c'était l'importance de tout cela. Je te remercie infiniment, Oriane, et je vous dis à tous à très vite. Au revoir. Au revoir.